vous parliez alors de la légitimité, oui ou non, de Gbagbo. La légalité aujourd'hui est disputée. Nous n'avons pas suffisamment creusé la question de savoir et comment on a mis en place les règles qui devaient gouverner ces élections-là. Cela fera l'objet d'études par les spécialistes. Mais toujours est-il que, au finish, ce que nous avons à retenir, c'est de faire observer la conformité des actes des uns et des autres aux règles que nous nous sommes données. Et c'est malheureusement ce qui nous lie dans l'espace public aujourd'hui. Et nous en appelons en tout cas à la classe politique pour beaucoup de maturité et pour le sens réel de la communauté, c'est-à-dire de l'intérêt général. Je voudrais m'en arrêter là parce que... Oui, justement, nous sommes à la fin de cette émission, mais dans notre tour de table, nous allons retourner, notre dernier tour de table, nous allons retourner en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a déposé sa démission. Alassane Dramane Ouattara l'a reconduit et lui a même demandé de former très rapidement un gouvernement. Est-ce que nous allons aussi assister bientôt à la nomination de notre Premier ministre par Laurent Gbagbo, et aussi donc ça va faire deux gouvernements en Côte d'Ivoire. Ce sera en guise de conclusion. On va commencer par vous, Vincent Folly. Qu'est-ce que je vais dire de cette information? Je constate que le cocasse continue en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, c'est une situation tout à fait difficile. Il faut espérer que chacun fait un peu de surenchère pour mieux négocier. Nous, on avait pensé que Soro avait fait un deal avec Gbagbo pour dans 5 ans. Parce qu'il s'était tué jusqu'à présent, il s'était présenté dans le rôle de vraiment celui qui était vraiment très proche. Et Gbagbo a eu à le féliciter même en disant qu'il était le meilleur Premier ministre. Sans compter qu'il y a eu quand même quelqu'un comme Kona Bani. Et donc, sa réaction m'a surpris. Et ça montre que ce n'est pas fini. Ce qui va se passer. Parce qu'il a choisi le camp de la vérité. Oui, et que ce n'est pas fini. Il dispose des forces. Il a les forces nouvelles. Ah oui. Et qui sont aux portes d'Abidjan. Moi, j'ai vu les forces nouvelles aux portes d'Abidjan. Et donc, ça peut, excusez-moi le terme, péter encore ces jours-ci. Mais moi, je voulais conclure sur le rôle que joue le Bénin. Nos autorités sont très discrètes dans le pays d'Israël. Vous avez dit pourquoi? Vous avez dit tout à l'heure pourquoi oui. Les pays africains ne peuvent pas se permettre. Je veux porter témoignage sur le rôle que jouent les Béninois en Côte d'Ivoire. Si on dit vous avez la Côte d'Ivoire un pays presque sous tutelle. Je l'ai remarqué dans les 19 régions de Côte d'Ivoire de l'ONUCI. Et à Abidjan, ils ont occupé un vieil hôtel, le Sébro, ils ont réhabilité, et c'est là le quartier général de l'ONUCI. Mais à chaque endroit, il y a des Béninois. J'ai rencontré le colonel Mpo, que je salue au passage, s'il me voit, et Adalo sont là, qui travaillent. Est-ce que vous savez que l'ancien président de la Sénat, bien contesté de 2011, Charles Greco, dirige un institut, je crois que c'est le NDI, et qu'il a joué un rôle prépondérant, parce que c'est lui qui a fait signer le code de bonne conduite, c'est lui qui l'a rédigé, qui m'en a donné, et qui joue un rôle très important là-bas. Le commissaire Sossou, qui vient de prendre sa retraite, il est actuellement en Côte d'Ivoire. Le général Fernand Moussou, je vais revenir à celui-là, qui a été traité de tous les noms, a été le commandant des forces, c'est un Béninois. Il demandait qu'on lui donne le grade de division pour remplacer. C'est à l'ONUCI, à l'ONU, de donner les grades à titre fictif. Il avait demandé qu'on lui donne le grade de division à titre fictif. On le lui a refusé. Mais il a pu exercer de très faibles. Le général Fernand Moussou est maintenant membre des forces de sécurité qui parcourent le monde. Il était en Guinée récemment. Il est revenu encore en Côte d'Ivoire. C'est une source de... Nous avons des cadres qui font le travail parce que nous avons l'expérience démocratique. Nous avons été les premiers. Et c'est ça que nous pouvons vendre. Mais si on gâte ça, si on calvaude, on ne sait plus ce qu'on va vendre. Et les nôtres se font bien vendre à l'extérieur. Avec quelle passion vous le rapportez? Oui, je suis très fier des Béninois. Oui, en guise de mot de fin, voyez-vous, sur la situation de Soro et de Soro, je pense que ça, dans le contexte que nous ayons deux gouvernements bien qu'il s'instaure un rapport de force sur le terrain. Mais cela dit, quelle leçon tirer de cela? Je reviens encore au Bénin. Il faudrait, voyez, l'Afrique, je ne sais pas si vous avez ressenti comme moi ces 2 derniers jours, quand on allume la télévision, les télévisions internationales,
la Côte d'Ivoire a ici, quand on est africain, on a envie que la terre se fende, qu'on rentre dedans. De toutes les manières, on n'a pas envie de regarder la télé. Voilà. On n'a pas envie d'allumer son poste. Et ça va durer. Nous n'allons pas finir avant si le Bénin va passer. Est-ce que, et ça c'est la problématique pour moi qui suis enseignant, est-ce que nous voulons donner, au moins il y a le Bénin, en mars 2011, est-ce que nous voulons nous donner ce sentiment de fierté? Est-ce que nous-mêmes, voire dire, au lendemain des élections, nous sommes des Béninois, et par voie de conséquence, on va rallumer la télé, on va suivre la télé. Il y a des choses, bonnes choses qui se passent au Bénin. C'est le sentiment que je voudrais laisser, c'est l'appel que je voudrais laisser encore une fois. Et interpeller chaque responsable. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire interpelle chacun de nos responsables. La Cour constitutionnelle, même si on ne veut pas intervenir sur la comparaison absolument ne valant pas raison, mais ils sont interpellés. Ils sont interpellés. Quel rôle nous allons jouer en 2011? C'est la grande question, mais je voudrais pouvoir allumer ma radio, ma télévision et dire que je suis béninois et permettre aux Africains de le faire, de le dire. Je complète pour la Cour constitutionnelle là. Que c'est le professeur Orlo du Bénin qui a dirigé la mission de la CEDEAO. Il l'a dirigé de manière... Il est membre de la Cour constitutionnelle, il est président de la Haute Cour de justice. Il a été présenté comme un personnage remarquable. Moi, j'en ai été très fier. Il y avait Madame Afouda, membre de cette même vice-présidente, qui fait partie de cette mission d'observation. Je tenais à relever ça. Eux, ayant vu ça, ne peuvent pas nous faire autre chose. Nous l'espérons aussi. Fiak nous. Bon, alors, moi, je pense tout de suite que le fait que Soro soit allé déposer sa démission à celui qu'il considère comme le président légitime de la Côte d'Ivoire, ce n'est qu'un fait, parmi tant d'autres. C'est vrai qu'il a essayé de garder le silence pour laisser les choses se faire jusqu'à présent. Ce qui va se passer, a priori, dans les prochains jours, c'est qu'il y aura deux gouvernements. Il y aura deux gouvernements, et puisque les votes qui ont été essentiellement annulés, c'est les votes des zones rebelles, en réalité. Donc, bon, ils ont leur président. Et puis bon, ça va. Donc, ça va continuer comme ça. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Ça va finir à la Kenya. Voilà. Et, ou peut-être pas. Et de l'autre côté, moi, par rapport au Bénin, je tiens à le dire, on ne peut pas avoir des gens d'une si grande qualité. On ne peut pas avoir des gens comme le professeur Olo. On ne peut pas avoir des gens comme nos forces armées, qui, dans tous les pays du monde où ils ont été en interposition, ont été qualifiés de remarquables et de qualité extrême. C'est vrai qu'avant qu'ils ne partent, il y a un lavage de cerveau qui se fait ici de telle manière que dès que vous faites quelque chose à l'étranger, on vous rapatrie systématiquement. Mais c'est pour dire que, c'est vrai, on a acquis une certaine expérience qui ne nous permet pas aujourd'hui de faire un retour en arrière. Et il faut qu'on se serve de cette leçon-là, qui est un cas école, comme je le disais tout à l'heure, qui, la Côte d'Ivoire, doit nous servir de leçon pour ne pas rééditer les mêmes exploits dans notre pays. Et c'est sur ça que... Quand j'y exploit, ils ont réussi quand même à troubler le sommeil. Ils ont réussi à troubler le sommeil il y a plus d'un. Oui. Donc, moi, le sentiment... Après nous avoir fait rêver avec ce débat. Le sentiment d'inquiétude, le sentiment de peur que les Africains ont des élections, il faut que ça finisse un jour. Et il faut que ça finisse par nous-mêmes, nos élections que nous organisons. Je voudrais finir sur 3 propos. Sur le Bénin, sincèrement, j'attends beaucoup de quiétude, de bonne organisation et finalement un dénouement transparent et limpide des prochaines élections, parce que nous avons beaucoup à faire pour notre pays. Il n'est pas question d'être un poids supplémentaire pour la sous-région, pour la communauté internationale. Et la LEPI coûte déjà 20 milliards à cette fameuse communauté. Je doute qu'ils aient envie d'en mettre d'ailleurs plus si jamais nous nous amusions à balancer dans une crise inutile. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, à proprement parler, je voudrais alors finir mon propos sur 2 considérations. Il y a le fait de 2 gouvernements antagonistes aujourd'hui, avec des forces armées qui les soutiennent. Et Vincent l'a rappelé, il y a eu un réarmement en plus. Donc il est clair que la force, la puissance militaire va parler. Et peut-être qu'on ne gagne à une table de négociation que ce qu'on gagne sur le terrain. Donc il n'est pas exclu que des affrontements
ait lieu pour marquer effectivement l'effectivité de tel ou tel autre pouvoir aujourd'hui à la dispute, en querelle de l'égalité. Et ce débat n'ayant pas pu rigoureusement avoir lieu. Et parlant donc de conflit, et Gbagbo aujourd'hui est certainement coupé de la communauté internationale, à tout le moins des pays et des puissances étrangères. Nous avons fait l'analyse de la sous-région qui ne peut pas s'impliquer autrement que par le Nigeria. Alors, mais il y a quand même le Burkina et qui peut être une base arrière pour la rébellion des Soro, qu'il a été déjà. Donc ça va être aussi un point à observer pour savoir comment les choses vont évoluer. De la volonté du Burkina de s'offrir comme base arrière, parce qu'il faut une base arrière, une rébellion, de cette volonté d'évolution du conflit sur le terrain, sinon ce sera peut-être la négociation. Le gouvernement d'union nationale que je réprouve absolument dans ces circonstances, parce que c'est un hold-up. Et ça pourrait être ça, ce compromis, faute des États de la sous-région qui n'ont pas osé se détruire. J'en ai fini. Merci Joël Ataï, du tout d'accord. Kenyan aux Ivoiriens, les Ivoiriens ont élu un président, Alassane Dramane Ouattara, reconnu, applaudi, salué par la communauté internationale, mais un autre président a été investi aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. La Côte d'Ivoire aura certainement bientôt 2 premiers ministres, 2 gouvernements, donc, continue de le dire, j'insiste, est bien sombre au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, et je votre espoir quant à ce que, au fait que ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne pourra nous arriver ici, puisque nous avons ici les républicains qui animent et que le TIC à ces murs, je voudrais également formuler ce suite. Et vous remercie d'être venu sur ce plateau. Vincent Folly, vous êtes le directeur de Tribune. Vous étiez aux événements que ce pays a traversé ces derniers jours. Merci d'être venu quand même. Merci pour la contribution. Vous avez suffisamment nourri le débat avec les constats que vous avez fait sur le terrain. Pour faire un vidéo, merci une fois encore à nos côtés pour parler de la question ivoirienne. Joël Ataï Gadegbe, à vous aussi. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Quant à vous, chers amis téléspectateurs de Canal 3 Monde, Canal 3 Niger, Canal 3 Bénin, merci d'avoir passé ces quelques moments avec nous. Passez une excellente soirée également. On se retrouve demain sur Zone Franche avec Eric Rondete pour parler des lois électorales.